Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire qui est sur le thème les assemblées délibérantes. Votre conférencier de ce soir est nul autre que Robert Dahl, qui est le vice-président de la région Saint-Laurent, mais qui a été à quelques occasions membre du comité de gouvernance, dont le président du comité de gouvernance il y a quelques années et qui le sera l'année prochaine. Alors, vous savez, comme animateur et conférencier, la personne n'est plus compétente de vous expliquer les dessus et dessous des assemblées délibérantes. Alors, Robert, je te cède la parole. D'accord, j'espère que tout le monde m'entend. Bienvenue, je suis heureux de voir que vous êtes aussi nombreux. J'espère être à la hauteur. J'ai une voix qui chancelle parfois parce que j'ai un rhume ou une grippe, puis ça me donne parfois des quintes de tout. Alors, on va espérer que ça va aller pour le mieux. Les assemblées délibérantes, vous voyez le sous-titre. C'est un titre que j'avais donné à un panel ou un atelier à une assemblée de district en 2013. On avait donné ce titre-là parce qu'on s'était dit, si on parle du Code Morin, il n'y a pas un maudit qui va se montrer la face. Et pour cette raison-là, donc, on a appelé ça les assemblées délibérantes. Et ce n'est que lorsque tous les gens se sont présentés, qu'on a débuté la présentation, et qu'on a projeté cette page titre, là, on voyait le sous-titre, ne le dites à personne, mais il est question du Code Morin. Alors, on appelle ça le Code Morin. En anglais, ils appellent ça les Roberts Rules of Order. Et je peux juste vous donner un petit peu d'où provient ce titre-là. Essentiellement, le Code Morin est une version française des Roberts Rules of Order. Les Roberts Rules ont été adoptés, conçus, et je ne vais pas dire adoptés, mais ont été conçus en 1876, au 19e siècle. Elles ont été adoptées par Optimiste International pour régir ces assemblées, ces congrès. Et en 1938, un notaire du Québec, Maître Victor Morin, a introduit un ouvrage qui s'appelait Procédure des assemblées délibérantes. Ce n'est pas une traduction, mais c'est largement inspiré des Roberts Rules. Et c'est inspiré à ce point que, justement, on peut utiliser l'un ou l'autre de façon interchangeable et on va suivre les mêmes règles. Alors, le Code Morin, donc, c'est un résumé il y a quand même une centaine de pages, mais un résumé des procédures d'assemblée délibérante, dont on va vous donner les points principaux dans le cadre de cette présentation. Et ça permet non seulement d'ordonner la tenue des débats dans une assemblée, mais aussi de comprendre ce qui est en train de se produire dans le cadre d'une assemblée générale. Je sais que comme pour la plupart d'entre vous, lorsque nous présentons à une première assemblée délibérante, disons un CA de district ou encore une assemblée d'un syndicat, quelque chose du genre, et que là, tout à coup, on entend en parler de propositions, de points d'ordre, d'amendements, de sous-amendements, on se demande, mon Dieu, de quoi parlent-ils tous ces gens-là? C'est quand même inspiré de la procédure parlementaire britannique que suivent nos assemblées législatives et le Parlement à Ottawa, de même que le Parlement à Londres. Mais c'est simplifié parce que on n'a pas besoin d'avoir tous les détails qui doivent accompagner le dépôt de projet de loi dans une assemblée législative. Et ça nous permet donc, le Code Morin, de comprendre comment se déroule une assemblée délibérante. Et ça nous permet aussi de savoir quand et comment intervenir. Encore une fois, ça a dû être un moment de frustration. Lorsque on se présente à une assemblée, là, il y a des propos qui sont tenus, on voudrait intervenir et on se fait dire non, tu peux pas, c'est pas le moment, t'as pas suivi la règle, t'as pas suivi la procédure. Et il suffit de non seulement de suivre cet atelier, mais aussi d'avoir assisté à quelques assemblées pour commencer à comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Alors, on commence. La présidence d'assemblée. Un président d'assemblée
c'est déterminé qui est le président. C'est déterminé par le règlement de régie interne de l'organisme qui tient l'Assemblée. Alors, que ce soit un syndicat, une assemblée législative, peu importe, un club optimiste, un district optimiste ou encore le congrès annuel optimiste, il y a un président de l'Assemblée. Et qui est le président? C'est déterminé par donc le règlement, les statuts. Et la plupart du temps, c'est le président de l'organisme, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des organismes qui nomment un président, un nouveau président à chaque assemblée qui n'est pas les statuts précis, qui ne doit pas être le président de l'organisme. Alors, tout cela dépend, mais dans l'optimisme, évidemment, c'est normalement le président du club, le président le gouverneur du district ou encore le président international dans le congrès international. Alors, le président d'assemblée ou la présidente d'assemblée ouvre et préside la réunion. La présidente d'assemblée, c'est lui ou elle qui accorde le droit de parole aux intervenants. C'est lui ou elle qui, finalement, dirige les discussions. De façon à afficher une plus grande impartialité. Normalement, le président de l'Assemblée va s'adjoindre d'un parlementaire qui va l'aider à prendre des décisions en rapport avec le temps de parole, avec les amendements, les sous-amendements, la tenue du vote et ainsi de suite. Le président de l'Assemblée est néanmoins celui qui rappelle à l'ordre ceux qui ne le respectent pas. Et il est épaulé en cela par les sergents d'armes. C'est moins fréquent maintenant qu'aux assemblées, les sergents d'armes doivent faire valoir la force de leurs bras. Mais néanmoins, c'est un peu l'origine du poste, alors qu'il fallait maîtriser physiquement parfois un intervenant qui devenait un peu trop turbulent. La présidente d'Assemblée, donc, décide aussi des points d'ordre et doit être impartiale, évidemment, sauf en cas d'égalité. Dans le cas d'égalité, normalement, le président ou la présidente a un vote prépondérant, un vote qu'il ou elle n'exerce que lorsqu'il y a une égalité pour ce qui est de rendre une décision, d'adopter une résolution. Alors, la réunion, elle s'ouvre normalement de la façon qui est là. Vous voyez ce qui est à l'écran, ça ressemble un peu à un ordre du jour. Alors, on appelle les membres à l'ordre, c'est-à-dire qu'on on demande et on impose le silence de façon à pouvoir permettre à la réunion de se mettre en branle. Et ensuite, on lit et on approuve l'ordre du jour. Jadis, et en fait, dans certains endroits, encore, on faisait effectivement la lecture intégrale de l'ordre du jour. Alors, le secrétaire lisait l'ordre du jour, ce qui était quand même pas trop mal, parce que l'ordre du jour, c'est moins long. Mais on le faisait aussi pour le procès-verbal. Alors, si on avait un procès-verbal d'une dizaine de pages, juste la lecture pouvait prendre de nombreuses minutes. De nos jours, c'est moins fréquent. Et ce qu'on fait au lieu, c'est qu'on demande aux gens d'en prendre connaissance à l'avance. C'est à peu près toujours communiqué à l'avance de la réunion. Et les gens, donc, on s'attend à ce qu'ils l'aient parcouru pour que l'on puisse dispenser de la lecture du procès-verbal. Alors, historiquement, on lisait le procès-verbal dans son intégralité. Par la suite, on a décidé c'était valable de ne pas prendre autant de temps à une réunion pour juste lire le procès-verbal. Et on demandait donc une motion pour une proposition, si on veut, de dispenser de la lecture et du procès-verbal. Alors, en autre mot, quelqu'un qui proposait, et avec un secondaire, de dispenser la lecture du procès-verbal. Et même cette étape-là avec le temps, est disparue, de sorte que, règle générale, la plupart des assemblées délibérantes de nos jours, il n'y a pas de lecture.
on le mentionne encore dans l'ordre du jour, mais il n'y a pas vraiment de lecture. La lecture du procès-verbal, c'est faite individuellement avant que ne débute la réunion. Et on se borne donc à approuver le procès-verbal. Il arrive évidemment que dans ce procès-verbal, il y a des inexactitudes et c'est le temps à ce moment-là, avant d'en proposer l'adoption, il arrive donc que l'on demande que le procès-verbal soit modifié pour mieux refléter la teneur des discussions de la réunion précédente. Normalement, ce sont des gens qui vont dire vous mentionnez que j'étais présent, je n'étais pas là, ou vous mentionnez que j'étais absent, j'étais là. Et ensuite, il y en a d'autres qui vont, par exemple, dire il n'est pas mentionné telle intervention, je trouve qu'elle était importante, elle devrait être reflétée. Et là, ben, ça devient une de l'Assemblée. Non, le modifier. Normalement, cela se fait sans trop de je me suis caché. Ensuite, s'il y a des modifications, on les apporte et ensuite, c'est adopté avec la modification ou les modifications, selon le cas. Bon, alors, une assemblée délibérante, ça s'appelle comme ça parce que c'est une assemblée où les gens se réunissent pour délibérer. Et la délibération, ça se fait pas à une seule personne, ça se fait à plusieurs, au moins deux. Et ça veut dire donc que tout membre de l'Assemblée a le droit de s'exprimer dans une assemblée générale. Là, il faut faire attention. Il faut aller voir dans les statuts, dans les règlements de régie interne, ce que ça veut dire, membre. Par exemple, le congrès annuel de l'OI, le membre de l'Assemblée, comme vous l'avez, si vous avez suivi mon webinaire sur la gouvernance de l'OI, vous savez que les membres d'Optimisme International, ce ne sont pas les individus qui sont clubs, ce sont les clubs. Alors, les clubs, donc, ont un certain nombre de voix par tranche de 15 membres, si je ne m'abuse. Robert's Rule? Alors, selon le nombre de membres dans le club va déterminer combien il y a de votes à l'Assemblée annuelle de l'OI. Alors, un membre à l'Assemblée annuelle de l'OI, donc, c'est le représentant dûment autorisé d'un club pour exprimer le détient ce club. Maintenant, si un club, par exemple, a 3 votes, il peut déterminer d'accorder à 3 personnes différentes qui pourraient voter, en principe, de façon différente. Ce qui est normalement un peu à l'encontre de l'esprit, si l'on veut, des règlements de l'OI, parce que les règlements de l'OI stipulent qu'un vote, ce sont les clubs qui ont le droit de vote. Alors, si les clubs se mettent à diviser leur droit de parole, leur droit de vote, ça devient un peu bizarre. Néanmoins, techniquement, c'est possible. Alors, ça, c'est pour l'OI. Au CA du district, bon, alors c'est le gouverneur sortant, le gouverneur élu, les lieutenants-gouverneurs, les présidents des clubs, et le secrétaire trésorier du district. Alors, ce sont eux qui ont le droit de parole. Alors, ce sont eux qui sont les membres de l'Assemblée lorsque c'est le CA du district qui siège. Lorsque c'est le CA du club, bon, c'est le président, vice-président, les directeurs et secrétaire trésorier. Et ce sont eux qui ont le droit de vote. Les membres ordinaires du club peuvent se présenter au niveau du CA, peuvent s'exprimer, mais n'ont pas le droit de vote. Dans le cas d'une assemblée du district, à ce moment-là, c'est les membres des clubs qui sont en règle avec le club et qui sont en règle également avec le district et qui se sont effectivement inscrits à l'assemblée du district ou en question. Alors, donc, une fois qu'on a défini qui est un membre à l'assemblée, bon, ben ce membre-là a le droit de parole. Comment l'exerce-t-il? Eh bien, c'est comme vous le voyez dans l'illustration, comme le fait la petite fille. Il lève la main et attend que le président de l'Assemblée lui donne la parole. Il faut espérer que le président de l'Assemblée
soit une personne qui ne soit pas trop gênée, qui ne regarde pas juste à terre, mais qui regarde effectivement son assemblée pour pouvoir entendre pour voir qui veut exercer le droit de parole. À l'Assemblée, au Congrès international de l'OI, la façon dont ça déroule, c'est que les gens qui veulent avoir le droit de parole s'avancent à des micros. Et à ce moment-là, les sergents d'armes sont en mesure de signaler au président de l'Assemblée combien de gens veulent prendre la parole et dans quel ordre ils vont le faire, c'est-à-dire premier à arriver, premier à s'exprimer. Alors, quand on exerce le droit de parole, on ne peut pas parler de n'importe quoi. Si on discute, par exemple, dans un CA du district ou à une assemblée du district d'augmenter ou non la cotisation, la part du district d'une cotisation, ben, on ne peut pas se mettre à parler de l'élimination du Canadien et des sénateurs. Il faut effectivement se concentrer sur l'augmentation ou non de la cotisation. Et le président de l'Assemblée a le droit de limiter la durée, le nombre d'interventions sur chaque sujet. Normalement, un président de l'Assemblée qui a le moindrement d'expérience ou qui est accompagné d'un parlementaire qui a le moindrement d'expérience va décider à l'avance. Il va regarder l'heure du jour, puis il va décider à l'avance de quelle sera la durée, le nombre d'interventions sur chaque sujet. On essaie parce qu'on ne peut pas avoir une assemblée qui se déroule ad vitam aeternam. Les procédures parlementaires, c'est-à-dire le Parlement ou l'Assemblée législative, l'Assemblée nationale, là, il est possible d'y aller. L'opposition a certains pouvoirs pour faire durer ou prolonger le débat de façon très étendue. Mais dans nos assemblées délibérantes, en vertu du Code Morin, c'est le président qui décide au début. Évidemment, si le président n'a rien dit au début, c'est à ce moment-là, techniquement, il est possible d'avoir des interventions des droits qui pourraient se multiplier. Mais le président peut aussi, dans le cadre des pouvoirs que lui confère son poste, peut aussi décider que pour tel ou tel sujet, on va limiter la durée et le nombre des interventions. En d'autres mots, 5 en faveur d'une proposition, 5 contre, 2 minutes chacun, et c'est tout. Alors, ça, c'est une façon, donc, de s'assurer que le débat ne s'éternise pas. Parce que autant que les assemblées délibérantes effraient plusieurs personnes, autant il y en a qui carburent à ça, qui capotent ces assemblées délibérantes et qui aiment s'entendre parler dans le cadre d'assemblées délibérantes. Alors, il faut que le président de l'Assemblée mette ses pilotes de président et s'organise pour que personne ne monopolise le débat. Alors, on a donc une proposition principale, comme par exemple adopter une augmentation de la cotisation du district. Et à ce moment-là, la proposition est apportée selon les règles, comme par exemple les propositions congrès annuelles qui doivent être présentées dans 60 jours avant la tenue du congrès, les propositions de modification de règlement 90 jours avant la tenue du congrès. C'est donc une proposition principale, donc, c'en est une qui sera à l'ordre du jour, qui sera présentée du plancher. Et on veut donc être apporté parce qu'on a besoin d'une décision. On a besoin de décider, par exemple, si on va ou non augmenter la cotisation du district. Ou à l'international, décider si on va ou non plafonner le taux de change pour les cotisations. Alors, c'est autant de propositions qui peuvent donc être apportées. Les règles stipulent quels sont les délais. Et là, c'est sur le plancher. Elle est là, on en fait la lecture. Et à ce moment-là, n'importe quel membre, donc, peut formuler une proposition sur le point de l'ordre du jour. Et la proposition attend d'être connue par la présidence, que la présidence accorde la parole, puis il va énoncer la proposition. Monsieur le Président, je propose que
la cotisation soit majorée de 5 par membre optimiste. Et cette proposition-là doit être appuyée. Si une personne se présente, qui a le droit de parole, qui fait une proposition, je propose que la cotisation soit majorée de 5 et qu'elle n'est pas appuyée, ben, elle reste lettre morte. Elle meurt, elle est morte-née, elle ne va pas plus loin. Alors, il faut que quelqu'un d'autre se présente. Je propose une augmentation, Monsieur le Président, il faut que quelqu'un se présente, qu'il soit reconnu pour la présidence et qu'on lui dise, Monsieur le Président, je propose que la cotisation soit majorée de 2,50 $. Et là, s'il y a quelqu'un qui l'appuie, on en débat. Mais il arrive, par contre, que des gens veuillent modifier la proposition principale. C'est ce qu'on appelle l'amendement. Et il est important de respecter la terminologie ici. En rédaction législative, amendement et modification veulent dire deux choses différentes. Mais pour ce qui est des assemblées délibérantes du Code Morin, c'est un amendement, c'est une modification à une proposition principale. Alors, encore là, il faut que ça porte sur la proposition débattue. Alors, si la proposition principale, on reprend notre exemple, est de majorer la cotisation du district de 2,50 $ et que quelqu'un dise, à ce moment-là, il faudrait réduire la proposition pour que la cotisation qu'on va payer à l'OI. Mais là, tout à coup, non, ça, c'est pas la proposition débattue. La proposition débattue ne porte pas sur la cotisation, la part de la cotisation qui va à l'OI, elle porte sur la part de la cotisation qui va au district. Alors, à ce moment-là, ce n'est pas recevable, même si c'est appuyé. Il faut que ça porte sur la proposition débattue. Alors, donc, et l'autre chose, c'est que on ne peut pas dire je veux modifier la proposition de majorer la cotisation du district à 2,50 $. Je veux proposer un amendement pour que ce soit 2,25 $. Non. Ça, c'est pas pareil. Un membre qui propose un amendement, il faut qu'il soit d'accord avec la proposition. Il veut juste changer un détail. Par exemple, majorer la cotisation de 2,5 $, seulement à compter dans un an, pas dès la prochaine année optimiste. Alors, parce qu'il faut que le sens de la proposition reste le même. Ou encore, l'abonnement pourrait être, que ce soit pour les clubs de plus de 30 membres seulement, mais pas les autres, ou des choses du genre. Mais il faut que faut que ça parte d'un accord sur la proposition principale et qu'on veuille juste la préciser pour que chacun puisse mieux la comprendre, puisse mieux en saisir la portée. Maintenant, OK, on a une proposition principale, on a un amendement. La proposition principale, c'est majorer la cotisation de 2,5 $. L'amendement, c'est dans un an seulement. Et à ce moment-là, il peut y avoir un sous-amendement. Encore là, il faut que le sous-amendement soit proposé d'une part, puis appuyé d'autre part. Alors, on peut juste faire un amendement puis un sous-amendement à la même proposition principale. Alors, si et dès qu'un sous-amendement est présenté, on discute d'abord et avant tout du sous-amendement. Et on passe ça au vote. On va parler de comment fonctionne le vote plus tard, mais on passe ça au vote. Si le sous-amendement est adopté, on revient à l'amendement tel que modifié par le sous-amendement et on vote sur l'amendement modifié par le sous-amendement. Et ça passe après un vote. À ce moment-là, la proposition principale est modifiée par l'amendement et le sous-amendement. Et on vote sur la proposition principale telle que modifiée par l'amendement et le sous-amendement. Alors, Dieu merci, c'est pas quelque chose qui se passe trop souvent, des sous-amendements, parce que ça devient un peu complexe, mais qu'on s'y perd, mais en principe, c'est relativement facile. Proposition pour un proposeur et un secondaire.
Et avant que ça passe au vote, si quelqu'un se présente pour l'amender et que la personne proposant l'amendement est appuyée, à ce moment-là, on discute de l'amendement. Si, dans le cadre de la discussion de l'amendement, quelqu'un se présente et qui est pour proposer un sous-amendement et que avec un secondaire, à ce moment-là, on passe à la discussion du sous-amendement et on remonte comme ça en séquence à l'amendement et à la proposition principale. Alors, si le sous-amendement n'est pas adopté, on ne discute que de l'amendement. Si l'amendement est adopté, on discute de la proposition principale telle qu'amendée. Et on discute et on vote. Alors, on vote en séquence à partir de la dernière chose présentée, qui va être le sous-amendement ou l'amendement. Une fois que ça c'est voté, là, on retourne à la proposition principale et on vote sur la proposition principale telle qu'amendée ou non. Parce qu'évidemment, un amendement ou un sous-amendement peut être refusé, on peut voter contre. Et à ce moment-là, on revient à la proposition principale. Par exemple, si la proposition principale était de majorer la cotisation du district à 2,50 $ par membre et qu'il y a un amendement qui est proposé de la faire venir en vigueur un an plus tard seulement et que l'amendement n'est pas adopté, à ce moment-là, on va tout simplement revenir à la proposition principale et on va juste parler de la majoration qui, techniquement, devrait donc entrer en vigueur à l'année suivante et non avec un délai d'un an tel que le proposait l'amendement. Pardon. Alors, le vote. On vote, comme je le disais, sur une proposition, mais également sur les amendements et les sous-amendements à une proposition. Alors, c'est à la fin du débat. Si, par exemple, pour une proposition, le président a dit pas plus de 5 intervenants pour et 5 intervenants contre et 2 minutes de 30 paroles à chacun, eh bien, à partir de ce moment-là, on se met on passe au vote. Ça peut donc se faire à main levée, ce qui est à peu près comme ça que ça se passe la plupart du temps, ou par scrutin secret si un membre de l'Assemblée le demande. Et tout membre qui a le droit de vote peut exiger le scrutin secret. Et en fait, la présidence va souvent exiger le scrutin secret lorsqu'il devient difficile de déterminer qui a le plus de votes. En d'autres mots, quand on est à main levée, le compte est trop proche ou il est difficile de savoir. À ce moment-là, on va passer au scrutin secret. De sorte que lorsqu'on a une assemblée se tient, il faut toujours être prêt à être organisé pour avoir un scrutin secret au cas où c'est nécessaire. C'est pas lorsque tout à coup on s'aperçoit qu'il y a à peu près 40 personnes pour, 40 personnes contre. On n'est pas tellement certain si c'est 41, 39, 40, 40, ou encore que le président veut pas, parce qu'il a le droit de pas avoir de vote prépondérant, ben à ce moment-là, il faut être prêt à tenir un scrutin secret. Alors, il faut avoir des endroits où les gens pourront voter en isolation. Il faut aussi avoir assez de petits bulletins de vote et il faut avoir des gens qui seront scrutateurs pour compter, dépouiller les bulletins. Alors, il faut y penser. Dans la majorité des cas, ça n'a pas lieu. Mais il arrive que ça se produise et il faut être prêt à chaque fois. Donc, en général, un vote, ça requiert 50% plus 1. Alors, si on est 80, ben 50%, c'est 40, donc il faut 41 votes pour. Mais, dans certains cas, il faut il faut les 2 tiers, les 3 quarts ou encore l'unanimité. Et ça, c'est inscrit dans les règlements de régie interne de l'organisation qui tient l'Assemblée. Et dans le cas d'un club, ça va être dans ses statuts. Dans le cas d'un district, dans les règlements du district. Dans le cas de l'OI, dans les règlements de l'OI. Alors,
on compte donc et ce sont les, les, euh, les règlements qui stipulent quel genre de vote exige une prépondérance de plus que 50% plus 1. Et ça va arriver d'habitude pour des décisions de nature très sérieuse. Par exemple, dans le cas de si on veut dissoudre le club, ou si on ne veut pas le dissoudre, mais on ne veut plus qu'il soit incorporé. Il y a des décisions comme ça qui exigent les 2 tiers. Si on veut déménager le club, pas au sein de la même zone, région géographique, mais par exemple, si on veut, c'est tous des snowbirds qui décident, ben, regarde, on est 13 membres de plus de 60 ans, on s'en va tous déménager le club en Floride. Ça, c'est une décision qui exige une majorité de 2 tiers. Alors, ou parfois l'unanimité, il faut regarder les règlements. Et il faut regarder aussi la loi en vertu de laquelle, si le club est incorporé, la loi en vertu de laquelle le club a été incorporé. Par exemple, la dissolution d'une compagnie sans but lucratif ou le déménagement du siège social d'une compagnie sans but lucratif. Ce sont autant de décisions qui exigent une majorité des 2 tiers. Parce que on ne veut pas que une clique, aussi nombreuse soit-elle au sein de l'organisation, puisse faire à sa guise sans tenir compte de l'intérêt des autres membres de l'organisation. Alors, si l'on revient maintenant à notre proposition, telle qu'amendée ou non, le proposeur, fait que tous les gens, les 5 pour, les 5 contre, se sont exprimés. On a voté pour ou contre les amendements. À ce moment-là, le proposeur reprend la parole, conclut la décision et on passe au vote sous la direction du président de l'Assemblée. Et la proposition est alors adoptée ou non, selon le cas, selon le résultat du vote. Bon, il arrive que on exige le vote avant le temps qui est prévu pour l'avoir. Et comme par exemple, s'il n'y a pas eu de limite qui a été fixée pour les débats, ou si encore le débat se prolonge avec des amendements et des sous-amendements, on peut mettre fin au débat et le membre va donc un membre qui pense que c'est le temps de voter, qu'on a assez discuté, il va lever la main, demander la parole à la présidence. Si la parole lui est accordée, il pose ce qu'il appelle la question préalable où il demande le vote. À ce moment-là, dès qu'une chose comme ça se produit, le président n'a plus le choix. Il doit exiger le vote de l'Assemblée. Mais lorsqu'on demande le vote de cette façon-là, c'est-à-dire au moyen d'une demande de vote ou de ce qu'on appelle la question préalable, à ce moment-là, ce vote-là doit être adopté aux 2 tiers. Et si on n'a pas les 2 tiers, ben ça signifie que l'Assemblée veut continuer de débattre de la proposition et le débat reprend là où il était rendu au moment où on a demandé le vote. Alors, à ce moment-là, on va tout simplement reprendre la discussion. Pardon encore. Ensuite, il arrive aussi que, bon, on sent que le débat s'éternise, que si on demande le vote, on n'aura peut-être pas les 2 tiers requis. Alors, une autre façon de régler des questions du genre, c'est qu'on va demander le dépôt de la proposition. Alors, et là, vous l'avez sous les yeux, lorsque l'Assemblée a débattu un sujet et qu'il n'y a aucune solution qui me semble émerger de la discussion, un membre peut alors demander que la question soit déposée sur le bureau. Ce que ça veut dire, c'est qu'elle est remise à plus tard. En parlance moderne, en anglais, on dit « we park the issue ».
C'est pas une terminologie qui est dans le Roberts Rules, mais en autre mot, on met ça à l'écart et on passe à autre chose. Il faut quand même le proposer, l'appuyer, et le vote ne requiert qu'une assemblée, une majorité simple. Alors, ce qui arrive normalement, comme par exemple ce qui se produit des fois à l'Assemblée internationale, lorsqu'on demande une proposition qui tient au taux de change. De prime abord, bon, l'Assemblée peut penser que c'est une bonne idée de plafonner l'écart entre les deux devises pour pas que ça coûte trop cher dans un cas ou dans l'autre. Mais on peut penser que peut-être que les ramifications financières pour l'OI d'une telle proposition n'ont pas toutes été examinées. Et on pourrait à ce moment-là donc demander que ça se rende au comité de finances. À ce moment-là, évidemment, c'est que quiconque a présenté la proposition va devoir s'assurer que le comité de finances regarde effectivement la chose, que s'il fait des propositions au Conseil d'administration internationale, que celui-ci les examine, de manière à être prêt à revenir à l'Assemblée l'année suivante pour s'assurer que si ça a été déposé, on a fait quelque chose avec et qu'on est prêt à en reparler. En autre mot, qu'on ait le bénéfice des discussions, des considérations, des comités différents et qu'on vienne en connaissance de cause prendre un vote de façon définitive. Alors, c'est remettre à plus tard, ça peut être remis à plus tard dans la même assemblée, ce qui est plus rare. D'habitude, ça peut être remis à plus tard, c'est-à-dire une assemblée ultérieure, alors qu'un comité d'experts aura pu regarder la question de plus près. Autre chose, c'est le point d'ordre. Le point d'ordre est utilisé lorsque les membres croient que les procédures n'ont pas été respectées. Par exemple, qu'un intervenant n'a pas dépassé son temps de parole, qu'un intervenant n'a pas bénéficié de tout le temps de parole auquel il avait droit, qu'un intervenant se mette à emprunter des propos qui sont soit diffamatoires ou désobligeants à l'endroit de certains. Et on peut à ce moment-là formuler une objection. L'objection peut porter sur différentes choses, sur la teneur des débats, sur le langage utilisé, sur les allusions personnelles, mais aussi sur la procédure elle-même. Monsieur le Président, vous n'avez pas vous ne suivez pas les règles que vous nous avez imposées. Cette personne-là parle depuis 5 minutes alors qu'elle n'en avait que 2, ainsi de suite. Ou encore, c'est un 6e intervenant, vous avez dit qu'il n'y en aurait que 5. Alors, et à ce moment-là, il n'y a pas de secondaire, c'est le président de l'Assemblée qui prend la décision pour ou contre l'objection. Souvent avec suite à une brève consultation avec le parlementaire. Mais la décision revient au président, puis il n'y a pas d'appel. On ne peut pas aller en cour fédérale avec ça. Et une fois que le président a rendu sa décision, ça s'arrête là pour ce qui est du point d'ordre. Autre chose, un point d'information. Alors ça se produit lorsqu'un membre ne comprend pas les procédures en rapport à une question concernant le point débattu. Et par exemple, si on revient à la proposition de majorer la cotisation au district de 2,50 $ et qu'à l'appui de cette proposition-là, on invoque différents arguments de nature financière et que certains qui ont moins d'aisance avec les chiffres commencent à s'y perdre. Alors, à ce moment-là, on peut demander un point d'information. Alors, c'est lorsqu'on a de la difficulté à suivre ou qu'on ne comprend pas. Et à ce moment-là, le président, la présidente, c'est tout à fait comme le point d'ordre, prend la décision soit qu'on donne ou non l'information. Normalement, évidemment, si on demande le point d'information, quelqu'un qui va tâcher de répondre à la demande d'information. Parce que les assemblées délibérantes sont là pour que tous les membres puissent participer. Et pour participer, ben, ils doivent comprendre. Alors, c'est clair que
Si on a un point d'information, on essaie d'y donner suite en fournissant l'information qui est requise. Il y a aussi le point de privilège. Et ça, c'est utilisé excusez, lorsqu'un membre croit que ses droits ne sont pas respectés et que le déroulement de la réunion est incorrect. Et encore là, ça se fait à n'importe quel moment de la réunion. Et c'est formulé comme vous le voyez là, Monsieur le Président, Madame la Présidente, point de privilège. Telle personne tient des propos qui sont insultants, qui sont désobligeants, qui sont diffamatoires. Les 2 minutes de temps de parole à chaque intervenant n'ont pas été accordées. En tout cas, alors c'est des fois, il est difficile de distinguer entre le point d'information, le point d'ordre et le point de privilège. Mais le point de privilège, normalement, c'est lorsqu'on pense que ses droits en tant que membre de l'Assemblée sont floués. Et mais c'est pas parce que quelqu'un dit Monsieur le Président, point de privilège, c'en est un. Ça peut être un point d'information, ça peut être un point d'ordre. Mais faut quand même le traiter au départ comme si c'était de la façon que l'intervenant le décrit. Et sinon, ben, à ce moment-là, de toute façon, quand il y a un point d'ordre, un point d'information, un point de privilège, le débat cesse et on essaie de répondre à ce qui vient de surgir. Alors, si on résume en gros ce qui a été présenté, dans le déroulement typique d'une proposition de l'Assemblée, donc, on a un proposeur qui propose une motion lors du point qui est à l'ordre du jour et un membre appuie cette motion-là. La motion est remise par écrit au secrétaire de l'Assemblée, ou si elle ne l'est pas, on la formule, le secrétaire de l'Assemblée la prend en note et la relie pour s'assurer que ça correspond à ce que désire faire valoir le proposeur. Le proposeur ouvre le débat et là, il explique sa motion. Donc, c'est lui qui parle en premier, il explique pourquoi la motion est présentée. Et alors, si le point à l'ordre du jour, c'est modification des cotisations du district, ben, le proposeur peut dire, moi, je propose que ce soit majoré de 5 $ parce que le district manque d'argent. Et il va dire pourquoi. Alors, il va moi, j'imagine, chiffre à l'appui à l'aide des budgets des dernières années pour dire que le district est en situation financière précaire et qu'il faut renflouer ses coffres. Et à ce moment-là, il y a des gens contre, évidemment, qui vont peut-être, qui vont se présenter, qui vont pouvoir dire, ben non, si vous majorez la cotisation de 5 $ par membre, ben, il y a des clubs qui ne pourront pas payer ou des individus qui ne pourront pas payer. Ça risque d'affecter le nombre d'adhérents que nous avons, le nombre de membres. En tout cas, alors, le proposeur explique pourquoi et ensuite, les autres viennent pour et contre, selon le nombre qui a été fixé par la présidence de l'Assemblée. Alors, le proposeur peut répondre à des questions, mais c'est la seule façon pour lui ou elle de reprendre la parole. Alors, il ouvre le débat, il explique, peut répondre à des questions. Les questions peuvent être de la présidence, mais aussi des intervenants pour et contre. Et comme on l'a vu il y a quelques minutes, il reprend la parole pour clore le débat. Et après le temps prévu pour le débat, après les amendements et sous-amendements, s'il y en a eu, le président de l'Assemblée demande le vote sur la proposition telle quelle ou telle qu'amendée. Et suite au vote, la proposition est adoptée ou défaite. Et cela conclut en quelque sorte la présentation. Je pense qu'il y a des questions. Oui, Robert, Oui. Dans un premier temps, je m'excuse auprès des participants parce que à quelques moments donnés, je ne sais pas pourquoi le micro et ma caméra étaient ouvertes. Par contre, j'avais pris la peine de les fermer. Alors, désolé pour tous ceux qui m'ont vu boire mon vin. On n'était pas, tout le monde en parle, mais c'était un bon gros ermitage. Blague à part, je m'excuse, là, c'est le manque de décorum. Il y a 3 questions que j'ai vues passer. Il y en a une que j'ai mentionné à la personne qu'on était pour la répondre et en faisant ça, elle est résolue, mais je vais la reprendre tout de suite, Robert. Je vais te
c'est pour une réunion régulière, ça vient de Noëlla Provo, obligé de faire parvenir aux membres l'ordre du jour par Internet avant la réunion ou si c'est à la discrétion de la secrétaire? Non, ce n'est pas normalement à la discrétion de la secrétaire. Il faut que ce soit prévu dans les règlements. Parce que, c'est pour ça que j'invite les clubs à regarder leurs règlements, parce que les règlements peuvent n'être pas au goût du jour et peuvent prévoir, par exemple, des envois par la poste et des choses du genre. Alors, si on veut permettre la communication d'un ordre du jour, d'un procès verbal, d'une assemblée, par des moyens électroniques, il faut en fait normalement que ce soit prévu dans les règlements. Autrement, quelqu'un peut faire valoir que ça vaut pas, l'avis n'a pas été donné de la réunion. Alors, faut se ramener au règlement du club, du district, selon le cas. Les règlements de district, évidemment, sont revus par les vice-présidents, puis les règlements de l'OI, ça, à ces deux niveaux-là, la communication par voie électronique est permise, mais que ce soit par les médias sociaux ou par courriel. Mais dans le cas des clubs, si vos règlements mentionnent encore la poste, ben c'est bien de valeur que ce soit la poste, jusqu'à ce que ces règlements-là soient modifiés. Mais si vous le communiquez par voie électronique, puis personne ne s'objecte, et puis qui se présente à réunion, ben à ce moment-là, en droit, c'est réputé, l'avis est réputé avoir été donné parce que les gens se sont présentés. Mais c'est un coup de dé. Les gens peuvent désobstiner. Des têtus pourraient dire je l'ai pas reçu, j'ai pas de courriel, puis je n'étais pas là. Puis donc, alors, si vous voulez éviter des difficultés du genre, je pense qu'il faut s'assurer que s'il y a une communication par voie électronique, qu'elle soit autorisée par les règlements. Mais c'est certainement pas une question de discrétion de la secrétaire. Effectivement, Robert, le Conseil s'est penché sur les questions des règlements de club parce qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées récemment et on souhaiterait que les clubs, surtout les clubs qui ont un certain nombre d'années, révisent leur règlement de club pour être plus en conformité avec ce qu'on a établi comme les règlements standards de club au nouveau club. Alors, j'inviterai tous les clubs qui ont la possibilité de le faire. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fait. C'est une bonne chose, comme on le fait dans les districts, de réviser une fois par année les règlements pour s'assurer qu'on est au bout du jour. Il y avait deux autres questions, Robert, qui sont en fait dans le QER. Là. Je peux te les donner. Moi, c'est Robert qui posait la question. Savoir, est-ce que celui qui demande la question préalable avoir parlé sur le sujet? Puis, il y a plusieurs questions, puis il y a des gens qui ont la main levée. Il y a par ordre où je les reçois. Puis, lorsqu'on a une main levée, j'essaierai de vous donner la parole si vous êtes en direct. Oui, la question préalable, effectivement, c'est il n'y a rien qui précise que ça doit faut ne pas avoir parlé, sauf que si on a parlé, on n'a plus le droit de parole, alors ça devient difficile de poser la question préalable. Il est donc possible que dans sa discrétion, le président de l'Assemblée décide qu'il ne peut pas connaître la question préalable de quelqu'un qui a déjà parlé. Alors, mais encore là, c'est une question qui techniquement prête à confusion et ça va donc plus souvent qu'autrement dépendre du président de l'Assemblée. Mais la plupart opineraient que si tu as déjà parlé, ben tu peux plus parler. Alors à ce moment-là, tu peux plus non plus présenter une question préalable. Mais il y en a d'autres qui diraient ben non, c'est une question pratiquement de privilège et il est important de. Mais je pense qu'il est important donc de permettre que ce soit amené. Mais je pense qu'il est préférable peut-être si quelqu'un a déjà parlé, de demander à un autre membre de l'Assemblée de demander la question préalable. Robert, il y a une question ici qui nous vient de Michel Dupuis, puis il y a aussi une question qui s'y rapporte à Arviset. Alors,
identifier la différence entre une assemblée générale de club et un conseil d'administration régulier. Si les procès-verbaux sont publics ou réservés aux membres du club, réservés aux membres du conseil d'administration. Et la question aussi vient d'être posée en même temps par Céline Arbizet. Oui. Alors, normalement, les règlements typiques de l'OI, de district et de club, prévoient que les procès-verbaux du conseil sont disponibles aux membres de, du conseil d'administration. Ce ne sont par contre pas des documents publics en ce sens que quelqu'un qui n'est pas membre optimiste et qui n'est pas non plus membre d'un organisme gouvernemental qui aurait un droit de regard. Par exemple, si le club est incorporé, ben, le ministère qui s'occupe des sociétés sans but lucratif. Donc, le grand public, journalistes, ainsi de suite, n'aurait pas généralement accès c'est réservé aux membres et aux membres du club, mais aussi aux membres du district et aussi à l'OI, qui ont tous deux un droit de regard. Mais règle générale, donc, c'est pas public au sens que quelqu'un qui n'est pas optimiste, en principe, n'aurait pas accès aux procès-verbaux, sauf exception. Avant je sais que Jacques veut ajouter quelque chose, mais je veux juste, pour finir avec la question de Michel, identifier la différence entre une assemblée générale d'un club et un conseil d'administration régulier. Ben, c'est qu'au conseil d'administration, seuls les membres du conseil peuvent voter. Les membres réguliers du club qui ne siègent pas au conseil ont le droit ont le droit de s'exprimer, mais n'ont pas le droit de vote au conseil d'administration. Tandis qu'à l'assemblée générale du club, tout le monde a le même droit de vote et c'est pas le vice-président, le secrétaire trésorier, le membre ordinaire. Il n'y a pas un qui a un vote plus important que l'autre. Tout le monde a un droit de vote si, évidemment, son membre en règle. Jacques, tu voulais ajouter? Non, pas en fait. J'ai quelqu'un qui veut nous poser une question. Je ne sais pas si on va le voir. Je l'ai activé. Là, c'est Gérard Spading. Est-ce que vous nous entendez, M. Spading? Votre micro est fermé. Rétablir le son. Je m'excuse. OK. M. Spading, est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, très bien. Alors, vous avez une question pour... Ben, en fait, je remercie Maître Doll de cette très belle présentation. Et comme j'ai déjà lu le Code Morin, je trouve que la présentation était excellente. Je n'ai pas de questions comme telle. OK, d'accord. Alors, merci de vos compliments. Il y a M. Gaétan Labelle qui est en ligne. Attends, oui. Gaétan? Oui, je m'en viens, Robert. OK. On a une session très interactive, Robert. Oui. Même moi qui mangeais mes cacahuètes et puis qui buvais mon vin. Oui, Gaétan? On va lui donner une petite seconde. Je pense qu'il essaie peut-être d'y aller avec la caméra. Non, oui. Gaétan Labelle, est-ce que tu nous entends? Écoutez, moi, je sais pas s'il essaie d'activer peut-être sa caméra. Là, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Attends, oh boy, là, Robert, ça se déroule rapidement. Il y en a plusieurs qui sont venus. En fait, il y a des compliments de Mme Langelier qui vous remercie. Elle parle d'une page qui donne... Non, c'est moi qui ai ajouté ça. Et en fait, je voudrais... Oui. Ceux qui étaient en ligne, j'ai un document d'une page que j'avais préparé pour Valier Côté, le directeur de cette année du district québécois, je veux dire Acadie.
Et ce qui reprend en une page la présentation que j'ai faite ce soir. Là, je peux te l'envoyer, Jacques, pour qu'il soit disponible à ceux qui le désirent. Oui. Ben, on pourra l'envoyer à tout le monde demain, la présentation, après l'avoir édité. J'espère que je vais être en mesure d'enlever. On pourra faire parvenir le document d'une page. Il y a Ed Dupuis qui posait une question dans le Q&A, savoir le délai pour convoquer une assemblée générale, respect des points à l'ordre du jour, pas de varia à une assemblée générale? Je comprends pas, là. Je comprends pas la question. Ben, je pense qu'il parle de le délai pour convoquer une assemblée générale. Ça, c'est prévu dans les règlements. Oui, mais c'est ce que je pensais. Les règlements du club doivent nous prescrire les... Et puis, il y a des délais qui sont prévus à la loi aussi si le club est incorporé. Là. Alors, Oui. Ouais. Et ce sont ces délais-là qui priment s'il y a un conflit entre les deux. Ouais. Puis, le respect des points à l'ordre du jour, ben effectivement... Ça, c'est entre les mains du président de l'Assemblée. Puis, il y a ce qu'on appelle, peut-être on n'y a pas touché, ce qu'on appelle des assemblées spéciales. Et généralement, lors d'assemblées spéciales, il y a seulement qu'un point à l'ordre du jour. C'est ça. Ce serait, par exemple, pour dissoudre le club, le déménager très loin, des choses du genre, restreindre l'accès à certaines catégories de membres, ainsi de suite. Puis, il y avait aussi dans sa même question, il semblait dire qu'on n'a pas de varia à une assemblée générale. On peut. Ça, c'est à quiconque fait l'ordre du jour de l'ajouter ou non. Oui. Puis ça mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas, effectivement. Ouais. Mais on peut le demander du plancher. Et là, c'est... je sais qu'il y a une autre question qui a été posée. S'il y a un livre sur le sujet pour aider notre mémoire, il y a des éditions du Code Morin, mais c'est le Code lui-même. Il n'y a pas vraiment de livre qui résume ça. Il y a le one-pager que j'ai trouvé et que j'ai modifié un peu, là, que je vais rendre disponible demain. Et à part ça, des livres qui résument, parce que le Code Morin en tant que tel n'est pas si long que ça au départ. Alors, le résumé davantage, ce serait à peu près la présentation PowerPoint ou le one-pager que je vais vous envoyer. Alors, tout ce que je peux dire, Robert, tu as seulement que des fleurs. Ce soir, il n'y a pas de pot. Et puis, félicitations. Et j'invite les gens à venir nous rejoindre le prochain webinaire qui aura lieu le 15 mai et qui portera sur l'utilisation des programmes de développement personnel, de croissance personnelle. Et c'est Sylvain Ménard, qui est un ex-gouverneur du District Sud, qui donnera de la formation. Encore une fois, félicitations, Robert. C'était fort agréable. Les gens ont trouvé que tu as bien vulgarisé un dossier ou un sujet très difficile par moment. Parmi les gouverneurs, il y en a une qui apprécie vraiment beaucoup. Je ne sais pas laquelle. C'est ta préférée.